Bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend un petit peu que les personnes arrivent, mais on va commencer, ça va les faire venir. Je me présente, je suis Philippe Joron, je suis directeur commercial de la société BIM & Co et je suis en charge d'accompagner nos clients à la conduite du changement et en particulier à leur proposer des solutions innovantes pour améliorer leur processus de production de maquettes numériques autour de la bibliothèque d'objets BIM. Et bonjour, je suis Bertrand Bedeau, je suis chef de projet chez BIM & Co. Mon rôle est d'accompagner à la fois les fabricants et les entreprises au changement également dans une démarche BIM. Je suis également à la formation au sein du master spécialisé BIM de l'ESTP et de l'école des ponts et chaussées. On vous remercie d'être présent aujourd'hui. On est beaucoup de monde connecté, à croire que le sujet intéresse. On est aujourd'hui sur un webinaire qui consiste finalement à s'intéresser à la meilleure manière de pouvoir appliquer une convention BIM à l'ensemble des parties prenantes d'un projet BIM. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes à ce niveau-là, puisque la transversalité des informations entre les différentes phases d'un projet était quand même assez complexe aujourd'hui à mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, on imagine qu'on peut améliorer certains processus de collaboration au travers d'une bibliothèque d'objets BIM et du traitement, du management des informations que chaque objet peut contenir. Donc on va vous présenter cela avec Bertrand. Juste avant, on pourrait faire quand même un petit parallèle sur la redéfinition, je dirais un petit peu générique de la convention BIM, de manière à ce que vous puissiez apprécier pleinement ensuite les avantages de ce que l'on va vous proposer. On va couper la caméra pour améliorer la bande passante. Et voilà. Très bien. Donc, comme disait Philippe, bref rappel sur ce qu'est la convention. Une convention BIM va traduire tous les objectifs établis dans un cahier des charges par la maîtrise d'ouvrage. Ces objectifs vont être pour cette partie prenante de centraliser et fiabiliser la donnée d'un ouvrage pour une meilleure connaissance du patrimoine. Et ça va permettre également d'améliorer la qualité de la conception ou de réduire les coûts d'exploitation. Ce document va également traduire toutes les responsabilités et les missions auxquelles les parties prenantes vont interagir lors du projet. Et derrière, tout le processus mis en place. Pour rappel, le BIM est une méthode de travail collaborative et comment vont travailler ensemble toutes les parties prenantes à travers différents outils et différents formats d'échange, comme un format natif à travers un logiciel de modélisation ou encore un format standard type IFC. Et enfin, cette convention va définir toutes les attentes normatives, que ce soit au travers de la maquette, les règles de nommage, les niveaux de détail et d'informations attendus, ou encore toutes les informations qu'on peut retrouver au travers du code de construction de l'habitat ou les réglementations thermiques actuelles. Voici une matrice dite standard qui gravite autour de la convention. On retrouve chaque acteur rattaché transversalement à la convention, de la maîtrise d'œuvre concernée par l'élaboration de cette convention, les entreprises participantes au projet, ainsi que les autres contributeurs tels que les architectes, les bureaux d'études. Et tous ces acteurs sont rattachés au travers de cette convention par la MOA. Alors aujourd'hui, en fait, concrètement, il y a vraiment des conséquences au fait qu'une convention BIM ne soit pas totalement intégrée dans le processus collaboratif. Et c'est un véritable enjeu aujourd'hui de pouvoir faire appliquer cette convention, puisqu'elle engage sans quoi des non-qualités, finalement, dans les différentes maquettes qui vont être produites par les différents intervenants.
Désolé, il y a un peu de perceuse, c'est juste pour un bruit sonore, un petit bruit de fond sympathique de nos chers ouvriers du bâtiment. Voilà. Donc les non-qualités, en fait, elles peuvent se traduire de plusieurs manières, mais concrètement, on l'a constaté, c'est principalement lié au fait que les informations qui devaient être contenues dans les différents objets ne sont pas présentes. Ce qui engage finalement des véritables problèmes, puisque finalement les calculs de performance globale du bâtiment ne sont pas réalisables, puisque les maîtrises d'œuvre sont quand même en charge d'assurer le contrôle finalement des équipements qui vont être installés par les entreprises. On retrouve finalement des rallongements au niveau des délais, puisque l'ensemble des informations, encore une fois, ne sont pas là, il faut aller rechercher l'information. Ça oblige en fait beaucoup de travaux à faible valeur ajoutée finalement pour les maîtrises d'œuvre, mais qui sont pourtant essentiels de faire, puisque c'est ce qui engage finalement la qualité du bâtiment qui va être produit par les entreprises. Donc c'est un véritable enjeu finalement de pouvoir disposer des informations au moment où on en a besoin pour assurer une meilleure qualité, une optimisation des coûts, produire les projets dans des délais qui sont impartis, répondre aux objectifs de performance aussi que la maîtrise d'ouvrage aura émis et assurer finalement le contrôle global de l'ensemble de la maquette, des maquettes qui sont produites. Donc concrètement, on va voir un petit peu la solution telle qu'on peut l'envisager finalement. La première étape, concrètement, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un préalable finalement pour pouvoir assurer un bon travail pérenne dans le temps, et c'est quelque chose qui est utilisable aussi sur tous les projets qui seront réalisés ensuite ou supervisés par la maîtrise d'œuvre, c'est définir le référentiel technique des objets. Concrètement, ça peut se traduire par un document Excel dans lequel l'entreprise, enfin la maîtrise d'œuvre, va pouvoir décrire l'ensemble des types d'objets, des familles d'objets qui sont globalement utilisés pour l'ensemble des projets. Donc ça peut ressembler à un document Excel dans lequel on va retrouver chaque nœud de classification. Dans ces nœuds, on retrouvera les différentes propriétés attendues, le niveau de détail géométrique des différents formats de fichiers, le parallèle au format IFC et aussi l'ensemble des documents techniques attendus pour chaque typologie de famille d'objets. Ça, c'est un préalable pour que ensuite on puisse structurer les informations au travers des classifications. Bertrand nous le fera voir tout à l'heure, mais concrètement, aujourd'hui, on a des moyens au travers des différentes classifications internationales du marché, mais aussi, si vous avez vos propres classifications, on peut tout à fait envisager de travailler avec une classification qui vous est propre, dans lequel on va définir l'ensemble des propriétés rattachées aux nœuds de classification. Et enfin, dernier point qui est assez compliqué, et beaucoup d'organisations essayent de mettre tout le monde d'accord au niveau de la sémantique, c'est-à-dire des propriétés des objets. Ça, c'est une véritable difficulté. On est tous des êtres humains qui avons notre façon de nous exprimer. Ça veut dire qu'il y a autant de propriétés qui peuvent être exprimées de différentes manières. C'est pourtant les mêmes, mais elles sont exprimées de façon différente. Ce qui crée finalement, en conséquence, un problème en termes d'exploitation des informations. On prend souvent l'exemple de la longueur qui va être exprimée sur le terme longueur, dans une propriété longueur, exprimée par une entreprise, mais on peut tout à fait avoir la même propriété qui va s'appeler longueur 1 chez une autre entreprise. Et ça crée un problème puisque pour faire des métriques, forcément, on a besoin d'avoir le même langage. Donc, ce qu'on s'est appliqué à faire, en fait, avec BIM & Co, c'est non pas de créer un nouveau standard qui ne ferait qu'un énième standard, c'est plutôt de comprendre les propriétés qui viennent de tiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir associer des propriétés qui viennent de l'extérieur à des champs de propriétés qui sont connus par la maîtrise d'œuvre et maîtrisés par la maîtrise d'œuvre. Ce qui va leur permettre d'assurer un meilleur contrôle des informations qui sont contenues dans la maquette. Donc concrètement, le processus d'application de la convention BIM,
comment ça peut fonctionner au travers de la constitution d'une bibliothèque d'objets. Concrètement, on a un mode de fonctionnement qui pourrait être celui-ci. On ne dit pas que c'est gravé dans le marbre, mais c'est quand même une solution qui est assez pertinente et c'est valable pour l'ensemble de nos clients qui utilisent notre solution. Elle consiste concrètement à développer une bibliothèque d'objets qui est le référentiel technique. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est l'idée de pouvoir constituer en fait une bibliothèque totalement agnostique, c'est-à-dire qui n'a pas de paramètres personnalisés en fonction des projets qui vont être réalisés, mais qui contiennent toutes les informations essentielles à la bonne conduite et au contrôle, au BIM management des différentes maquettes qui vont être produites par les parties prenantes. Donc cette bibliothèque, elle est constituée par les BIM modelers et les BIM coordinateurs qui vont alimenter la bibliothèque d'objets et qui sera validée par le BIM manager en tant qu'administrateur de la bibliothèque pour vérifier la qualité des objets qui sont contenus dans cette bibliothèque master. Lorsque cette bibliothèque master est constituée, alors on peut proposer un autre mode de fonctionnement qui aujourd'hui consiste à un BIM coordinateur à déposer les objets utiles au projet dans un gabarit Revit, par exemple. Aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de proposer une solution qui repose sur la constitution d'une bibliothèque qui va servir au projet. Et là, on travaille vraiment sur un esprit collaboratif, puisqu'en fait, l'ensemble des personnes raccordés au projet peuvent accéder à cette bibliothèque et travailler sur un référentiel technique qui correspond aux besoins. Donc cette bibliothèque projet, elle est constituée finalement des bibliothèques qui proviennent de la bibliothèque master et qui vont pouvoir personnalisées en fonction des règles de nommage qui ont été définies par la maîtrise d'œuvre ou la MOBIM. Donc voilà, on retrouve ici les différents projets qui peuvent eux-mêmes finalement être alimentés par des contributeurs extérieurs, donc des tiers. Prenons par exemple des installateurs. Les installateurs vont pouvoir alimenter cette bibliothèque d'objets directement à partir des objets qu'ils ont eux-mêmes dans leur bibliothèque. Cet objet sera validé à partir du moment où l'administrateur ou le BIM coordinateur aura conclu qu'il répond aux critères qualitatifs de l'objet en question. Et auquel cas, il pourra être diffusé à l'ensemble des parties prenantes travaillant sur ce même projet. Donc là, on est vraiment dans un esprit collaboratif, vous voyez, avec au départ une bibliothèque centrale qui sert finalement à répondre à l'ensemble des besoins de tous les projets de la maîtrise d'œuvre, par exemple, dans lequel on va constituer cette bibliothèque avec les propriétés et sans forcément les géométries, ou alors une géométrie très très basique. Et ensuite, les installateurs vont pouvoir alimenter cette bibliothèque ou travailler directement à partir des sets de propriétés qui auront été définis par la maîtrise d'œuvre. Et là, on s'assure un niveau de qualité au niveau des informations qui est cohérent et en conformité finalement avec la convention BIM. Donc on va le voir un petit peu plus concrètement maintenant. On a fait ici un petit chrono en 8 étapes qui permettent de voir concrètement comment ça peut fonctionner. Donc ici on a deux parties, donc la MO qui est, on a mis BIM Manager mais ça peut être BIM Coordinateur, et de l'autre côté en fait les étapes qui seront couvertes par l'entreprise et les projeteurs ou BIM Modelers de l'entreprise. Donc la première étape, on y retourne, c'est la création de sets de propriétés par notre classification. Donc Bertrand va nous faire voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Je transfère l'écran, c'est où? On va se retrouver sur l'espace à travers une adresse URL créée en fonction du nom de votre entreprise, où vous pourrez personnaliser votre classification. Vous retrouvez, comme le disait tout à l'heure Philippe, les classifications que vous utilisez en interne, mais également les classifications standards type uniforme A2. Pour la suite de l'exercice, nous allons réaliser tout le workflow autour d'un tableau général à basse tension. Donc, nous allons aller rechercher dans la classification uniforme le nœud associé à ce tableau, qui est censé être universel.
Et ici, en fonction de ce nœud, vous allez pouvoir affecter les propriétés. Et quand vous créerez un objet que vous inséreriez dans la bibliothèque, toutes les propriétés paramétrées en amont rattachées à ce nœud seront héritées dans l'objet. Donc vous voyez ici qu'on retrouve plusieurs propriétés. En fonction de notre dictionnaire, vous allez pouvoir rajouter les propriétés souhaitées. Donc pour un tableau général, on va retrouver la propriété de nombre de rangées qui va être intéressante. Et voici comment vous allez définir tout au long de la classification uniformat vos propriétés. Ok, donc la deuxième étape, une fois que la classification a été créée, donc ça vous pouvez la faire vivre au fur et à mesure de vos besoins évidemment, et l'ensemble des objets qui portent cette classification-là se verront agrémenter finalement des propriétés que vous avez ajoutées. La deuxième étape, elle consiste finalement à constituer la bibliothèque d'objets elle-même, et auquel cas, donc Bertrand va nous faire voir cette partie-là maintenant. Excusez-moi, Donc, vous retrouvez toujours en ligne les étapes de création d'un objet. Comme le disait, on va vraiment mettre en attente un objet sans géométrie avec les propriétés définies derrière. On vient y insérer toutes les données nécessaires. Cet objet vous permettra par la suite également de procéder à vos contrôles. Vous avez uniquement à renseigner le nom et derrière ce sera les entreprises qui devront fournir tout attendu en fonction de la convention. Vous allez ici rattacher le nœud de classification que vous avez paramétré en amont, votre objet. Et comme je le disais, toutes les propriétés que vous aurez paramétrées vont être héritées. Donc on voyait ici en conception toutes ces données d'entrée. Et c'est ça derrière qui va assurer une harmonisation, une fiabilité et la qualité de votre maquette. Vous pouvez à ce moment-là ajouter toutes les attentes que vous allez avoir sur votre projet, différentes variantes. Alors ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est un véritable avantage qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les entreprises, maîtrise d'œuvre inclus, on se retrouve avec des gestions de bibliothèques d'objets qui sont généralement des fichiers, donc dans lesquels on va retrouver tous les fichiers. Vous avez autant de variantes que vous avez vous avez autant de fichiers plutôt que de variantes. Là, avec OnFly, vous avez possibilité finalement de déclarer une famille d'objets et de décliner pour ce même objet toutes les variantes qu'elle a, que ce soit au niveau de la géométrie, que ce soit au niveau des dimensions, que ce soit au niveau des caractéristiques techniques. Tout ça est complètement lié en fait. Et ça, c'est possible à partir du moment où on est capable de dissocier la géométrie des informations que ce même objet contient. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable finalement d'avoir un niveau de détail qui est on a une granulométrie très très fine possible à partir du moment où on est capable de distinguer géométrie et données finalement. Et là, l'exercice, la première étape, on est, pour rappel, côté maîtrise d'œuvre, ça va être de constituer cette bibliothèque qui va retranscrire toutes les règles attendues dans la convention. Donc on peut attacher des objets 2D, des objets 3D, différents formats de fichiers, de l'IFC, du Archicad, du Revit, du Allplan, du Tekla, voilà, tous les formats de fichiers sont supportés et on travaille toujours sur une même et seule famille d'objets. Donc ça rend le système vraiment universel. Lorsque vous partagez cette bibliothèque, tout le monde peut vraiment l'utiliser dans le format d'échange qui lui convient ou celui qui a été déclaré dans la convention. Donc là, vous retrouvez votre objet en ligne avec la liste des propriétés en attente à renseigner par les entreprises en fonction du nœud de classification. Absolument.
Donc la troisième étape, en fait, elle consiste, lorsque évidemment la bibliothèque a été constituée, c'est d'ouvrir justement les vannes et de se dire, bon ben voilà, j'ai créé ma classification, j'ai créé ma bibliothèque d'objets qui contient des objets génériques, sans forcément définir les valeurs. Je vais pouvoir la partager en fait à l'ensemble des parties prenantes du projet pour qu'ils puissent réaliser la maquette d'exécution, le BIM d'exécution. Donc au préalable, vous aurez créé un projet pour lequel les acteurs vont avoir accès. Et c'est au sein de ce projet que vous allez pouvoir inviter tous les acteurs. J'envoie une invitation à Philippe, qui est à côté de moi. Et il va pouvoir avoir accès à cet espace privé. Donc là, on a invité des collaborateurs. Donc ce sont des tiers qui finalement ne peuvent pas accéder à votre bibliothèque référentielle, on l'a vu tout à l'heure, la Master Library. Ils ont accès uniquement, en fonction de leur profil, à la bibliothèque qui va servir au projet. Dans cette bibliothèque projet, on retrouve donc l'ensemble des objets qui vont servir à la constitution des maquettes. Donc on l'a vu, hein, ce sont des objets qui n'ont pas forcément de géométrie, mais qui par contre contiennent l'ensemble des propriétés attendues par les installateurs, attendues par la maîtrise d'œuvre et renseignées par les installateurs. Donc la quatrième étape, elle consiste maintenant à injecter, alors il y a deux options possibles en fait. On va pouvoir injecter dans les objets de la maquette produite par les entreprises les propriétés qui sont attendues par la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est le premier cas de figure et on a deux options possibles. On a deux options, effectivement, mais une étape qu'il faut rajouter. Lorsque vous avez créé votre objet générique avec vos attentes, vous allez le dupliquer et créer l'objet qui va être en attente des données à renseigner par l'entreprise elle-même. Celui-ci, vous allez l'affecter directement au projet, qui sera séparé de votre bibliothèque commune. Et vous allez je l'affecte au projet. Et mon entreprise va pouvoir avoir accès à celui-ci sans modifier votre objet type. Vous allez juste modifier le nom avec pour prévenir l'entreprise que c'est cet objet qu'il faut modifier. Et comme disait Philippe, on va avoir deux étapes, deux choix possibles. Le premier, ça va être de proposer à l'entreprise, sans passer par Revit, d'insérer toutes les valeurs des propriétés dans son objet. Il retrouve ici ce que vous avez proposé en attente, mais il est capable d'éditer cet objet et d'y intégrer toutes les informations dont vous avez besoin qui sont attendues auprès de la convention. Vous allez pouvoir vous assurer que la règle de nommage est bien respectée. Ce sera à lui ici de respecter ce que vous avez imposé. Il pourra également, selon vos attentes, déposer des photos et modifier les valeurs des propriétés attendues directement en ligne sans passer par Revit. Donc vous vous assurez que la règle de nommage est respectée et que les valeurs sont bien renseignées. Etc. Vous allez avoir du coup également l'étape d'insertion du modèle attendu. Donc là, les entreprises peuvent avoir en amont déjà leurs objets modélisés. Ils ont juste, avec la fonction drag and drop, à déposer leur fichier au format attendu à travers de la plateforme en ligne. Ils pourront également déposer toutes les fiches techniques attendues et publier sur l'espace l'objet. Et donc vous aurez en temps réel toutes les informations en fonction
des valeurs renseignées, ce que l'entreprise a déposé. Ici, c'est la première étape. La seconde étape va être, à travers Revit, d'insérer directement toutes les propriétés que vous avez imposées dans les familles des entreprises. Donc là, on retrouve notre TGBT générique qui va être modélisé en interne avec les propriétés de l'entreprise. Donc celui-ci, à ce jour, est, disons, vide de propriétés. Et vous allez permettre, grâce au plugin, d'aller importer toutes les propriétés que vous avez paramétrées directement dans cette famille. Via le mode insérer les données, l'entreprise va pouvoir retrouver son projet et insérer les données que vous avez proposées ici. Donc là, ça veut dire qu'on ne travaille pas forcément avec la géométrie que la maîtrise d'œuvre proposera. L'entreprise peut très bien avoir sa propre géométrie et on va uniquement insérer les propriétés à l'intérieur de celle-ci. Dans l'exercice, nous avions imposé au TGBT, par exemple, l'indice de résistance au choc, le type d'arrivée et le nombre de modules. On a vu que sur la famille Revit, ces données n'étaient pas inscrites. Et via le mode insérer des données, vous allez pouvoir injecter ces propriétés de façon massive. Vous allez pouvoir choisir toutes les propriétés que vous voulez importer. L'objectif étant de toutes les importer, puisque c'est ce qui va garantir le respect de la convention. Alors, ce qui est intéressant aussi de souligner, je te coupe un peu Bertrand, c'est qu'on est tout à fait en mesure aussi de pouvoir définir le niveau d'information que l'on veut injecter dans l'objet en fonction de la phase de projet. On l'a vu juste dans la fenêtre précédente, si tu peux revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, il y a quelques boutons déjà en haut, la COBIL, la Cycle Assessment et les calques. On peut tout à fait imaginer que ces boutons-là soient des phases de projet, et auquel cas, on ne va pas sélectionner de façon unitaire les propriétés que l'on veut intégrer à l'objet. On peut tout à fait configurer en avance le niveau d'information que l'on veut avoir en fonction de la phase de projet. Et donc, on va automatiser, en quelque sorte, le modus operandi de la création d'informations dans l'objet lui-même. Effectivement, on va pouvoir affecter aux variantes les propriétés et les importer directement dans notre famille. Ça travaille, ça cherche, ça trouve. Voilà, toutes mes propriétés ont été importées. Je vais pouvoir vérifier en direct si mes propriétés imposées par la MOE sont intégrées dans ma famille. Donc là, je peux refaire le même exercice qui va être de renseigner les valeurs directement depuis Revit si l'entreprise est en possession d'une licence. Je remets exactement mes valeurs et vous allez vous garantir que toutes les valeurs que vous attendez seront disponibles dans votre maquette finale. Et donc derrière, vous allez importer cette famille par le même processus que je vous montrais tout à l'heure dans la plateforme. Donc là, c'est l'un des premiers cas d'usage, je dirais, donc l'utilisation de l'entreprise via OnFly des objets mis à disposition. Le deuxième, il peut consister aussi à l'entreprise de travailler sur ses propres bibliothèques d'objets, dans lesquelles donc, on va surtout parler de géométrie, avec aussi les informations qui l'intéressent, et auquel cas, l'entreprise va pouvoir charger cet objet-là, son objet finalement, dans la bibliothèque qui va servir au projet, tout en restant conforme finalement aux attentes de la maîtrise d'œuvre, puisque l'objet en question aura été préalablement configuré avec les propriétés que la maîtrise d'œuvre attend. Donc là, ce qu'on appelle l'upload d'objets depuis Revit, par exemple. Exactement. Et vous, derrière, vous allez retrouver depuis votre bibliothèque master, le premier objet que vous aviez paramétré avec vos données en attente et celui déposé par l'entreprise. Et ça va vous permettre d'effectuer un contrôle rapide sur la liste des données et si l'objet est conforme aux attentes.
Ok. Donc là, on le voit, on a vu les différentes étapes. Je remets en présentation. Voilà. Donc en fait, on a vu en fait les étapes 1, 2, 3, 4, 5. On est là. Et ici, on est donc sur une étape 6 qui consiste à charger les objets renseignés dans OnFly. Voilà, donc là, on peut le faire directement depuis Revit. On peut prendre un objet d'une maquette et l'envoyer directement, le publier directement dans la bibliothèque OnFly, de manière à alimenter aussi par les objets de l'entreprise les objets. Cet objet a déjà été au préalable envoyé sur OnFly, donc c'est pourquoi on me demande si je veux mettre à jour ou en créer un nouveau. Il faut qu'on rechange d'écran. Vous voyez l'information. Là, l'objectif pour l'exercice, ça va être d'en créer un nouveau. Et à cette étape, le plugin va demander à ce que, pour avoir une harmonie des propriétés, un mapping qui soit réalisé. Donc, en plus des propriétés attendues par la maîtrise d'œuvre, l'entreprise peut avoir une liste de propriétés derrière qu'elle utilise, et elle va pouvoir, en fonction d'un dictionnaire, les faire correspondre. Comme le disait tout à l'heure Philippe, si elle, en interne, décide d'appeler sa propriété longueur L et qu'une autre entreprise appelle sa propriété longueur. Ce mapping va permettre, via le dictionnaire commun, d'uniformiser toutes les propriétés derrière. Je décide quelle variante je veux mettre à jour. Admettons que j'ai ma variante en interne et que là, j'en ai créé une spéciale pour le projet et les attentes de la maîtrise d'œuvre. Je mets en ligne l'objet attendu. Toujours un petit peu de temps de chargement. On va redemander à l'entreprise toutes les étapes, puisque à ce moment-là, lorsque on sera dans l'option où j'ai intégré les propriétés directement dans Revit, on n'aura pas fourni à la bibliothèque tous les éléments qui gravitent autour de la famille, qui sont les photos, les documents tels que les fiches techniques, et vous allez pouvoir à ce moment-là aussi également vérifier si vos propriétés que vous avez renseignées dans Revit sont cohérentes. Et vous allez les partager dans le projet commun avec votre maîtrise d'œuvre. Vous retrouvez un rappel de toutes les valeurs. Donc on voit ici qu'elles n'ont pas été renseignées, ce qui permet de faire un contrôle interne en entreprise. Mais ensuite, lorsque vous retournez en tant que maîtrise d'œuvre dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir voir ce que l'entreprise a déposé et ce que vous attendez en parallèle, et vérifier si les valeurs renseignées sont cohérentes et correspondent à vos attentes. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir relancer l'entreprise et leur montrer que l'objet est incomplet facilement, et tout sera modifiable depuis la plateforme web. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant en fait par ce biais-là, c'est que vous pouvez, en tant que maîtrise d'œuvre, vous assurer effectivement, ce que dit Bertrand, de faire le contrôle. Mais au-delà de ça, si jamais l'entreprise n'a pas renseigné, donc elle va renseigner directement dans OnFly l'objet en question avec des valeurs, et l'ensemble des informations qu'elle aura intégrées dans cet objet, donc toutes les valeurs qu'elle aura intégrées dans cet objet, à partir du moment effectivement où l'objet a été utilisé depuis OnFly, eh bien, l'ensemble de ces objets-là vont pouvoir être mis à jour automatiquement sur l'ensemble des objets de la maquette. Et donc ça se fait totalement automatiquement. Donc c'est valable pour les valeurs, mais c'est aussi valable pour une modification d'un nouveau paramètre que vous souhaitez imposer en cours de projet sur l'ensemble d'une famille d'objets, par exemple. Donc là, on va pouvoir mettre à jour très rapidement et très facilement les mises à jour des équipements. On se rend compte qu'une fois la famille déposée, celle-ci n'est pas conforme, je peux l'éditer en ligne.
comme je disais, pour nous, on peut se rendre compte que la famille n'est pas conforme. Donc, je l'ai directement en ligne sans repasser par Revit. Je vais renseigner les propriétés. Donc là, je peux remodifier tout ce qui n'est pas conforme. Je sauvegarde. Et votre objet derrière est mis à jour. Et comme disait juste avant Philippe, lorsque vous allez relancer Revit, importer depuis la bibliothèque les objets dans Revit, les propriétés seront mises à jour directement derrière. Donc, vous avez vu, en 8 étapes, on est capable donc de produire une classification, de déterminer donc des. Je vais passer en mode présentation. C'est bon. Tout à fait, voilà. En 8 étapes, donc la constitution des sets de propriété via les deux classifications, la constitution d'une bibliothèque, la création des droits d'utilisation, injecter des propriétés à partir des bibliothèques d'objets sans forcément géométrie dans les équipements de la maquette de l'entreprise, renseigner de manière différente, soit dans Revit, soit dans Onefly, les différentes valeurs de ces objets-là. Et vous, ça vous offre en fait tous les moyens de pouvoir contrôler facilement dans un environnement friendly user, on va dire, l'ensemble des valeurs qui ont été complétées par l'entreprise. Donc, dans le processus de travail, en fait, vous soulagez les entreprises par le fait que vous leur mettez à disposition l'ensemble des champs attendus de manière à ce que vous puissiez faire votre travail de contrôle, vérification et que les objectifs BIM de la maîtrise d'ouvrage soient bien atteints. Et d'un autre côté, l'entreprise dispose de référentiels qui leur permettent d'être conformes à la convention. Et vous permettez également, si je peux rajouter, vous permettez aux entreprises qui n'ont pas les moyens de s'investir autour du BIM, d'acheter une licence Revit, une fois qu'ils ont leur géométrie, de pouvoir modifier en fonction de vos attentes toutes les valeurs autour de leur équipement. Donc voilà, on l'a vu un petit peu déjà, mais en conclusion, en fait, les différents bénéfices de l'utilisation d'Onefly. Onefly va vous permettre de respecter tous les objectifs fixés par la maîtrise d'ouvrage, puis également via l'outil collaboratif d'assurer cette collaboration entre les différentes parties prenantes via une plateforme web avec une gestion électronique des documents et des interventions possibles en ligne, et de permettre d'augmenter la qualité des maquettes fournies, ce qui est le travail aujourd'hui compliqué que réalisent tous les coordinateurs de maquettes. Et en complément, on peut retrouver aussi évidemment la réduction et la facilité à contrôler les informations directement depuis Onefly ou depuis la maquette, puisque l'ensemble des valeurs seront renseignées, ce qui va vous permettre d'exploiter finalement l'ensemble des informations de la maquette, puisque à terme, on s'en rend compte, les tendances consistent à pouvoir exploiter depuis les API directement l'ensemble des informations qui sont contenues dans la maquette sans forcément ouvrir la maquette. Donc là, le fait de pouvoir disposer dans Onefly de l'ensemble de ces informations-là, ça vous permet d'en ressortir finalement toute l'essence et les calculs de performance du bâtiment. Et enfin, dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la capitalisation du savoir-faire. Aujourd'hui, on s'est rendu compte concrètement que les entreprises produisaient, reproduisaient des bibliothèques d'objets. Concrètement, avec Onefly, on est tout à fait en mesure de pouvoir centraliser donc le contenu et aussi d'améliorer ce même contenu au fur et à mesure des projets qui sont réalisés. Voilà. On va passer vite, parce que je crois qu'on est un petit peu hors délai, un petit peu légèrement. Donc voilà, quelques entreprises qui aujourd'hui nous font confiance dans l'utilisation de nos outils au niveau d'Onefly. Donc on travaille avec tout le groupe Engie, que ce soit au niveau de construction, nouveaux projets, mais aussi maintenance des équipements et des bâtiments.
des entreprises de construction, telles que GA Smart Building, qui est une société très innovante de construction, Bétic et puis CSD aussi, qui sont des clients qui utilisent quotidiennement la solution pour réaliser leur projet. Et puis d'un autre côté, c'est quand même aussi l'ADN de BIM&Co. On travaille évidemment avec des fabricants qui contribuent à la digitalisation de la construction en proposant du contenu de qualité qui servent à la réalisation des projets de nos clients aussi. Donc on va laisser la part à des questions-réponses si vous en avez. Vous pouvez les communiquer sur le chat directement. On va laisser la place à quelques questions si vous en avez. Alors, on a quoi? On a... C'est quand même très petit. Alors, une bonne maîtrise de Revit dans la création des familles est primordiale. Et ensuite, il faut utiliser l'onglet. Alors, il n'y a pas que des questions. Comment faire si l'entreprise en question n'a pas encore été choisie? En fait, il y a une question qui consiste à savoir comment qu'on diffuse une bibliothèque à partir du moment où l'entreprise n'a pas été choisie. Alors évidemment, oui, ça oblige à définir au préalable par la maîtrise d'œuvre la constitution de la bibliothèque, mais lorsque ce travail a été fait en amont, ensuite c'est très simple, vous l'avez vu, de pouvoir échanger, communiquer, ouvrir finalement l'information à toutes les parties prenantes du projet. J'ai une question de Florence Dario. Certains et moi demandent au-delà des objectifs des particularités de format. Notre plateforme est capable de digérer tous les formats existants aujourd'hui sur le marché, que ce soit le format standard d'échange IFC, mais également Revit, Archicad et autres formats natifs de logiciels de modélisation. Il y a une question sur les classifications qui est intéressante. En fait, concrètement, la plateforme BIM&Co contient-elle par défaut toutes les classifications du marché? C'est le cas, effectivement. On fait aussi beaucoup de veille normative. On participe, donc on est agent BSDD, donc Building Smart Data Dictionary, dans lequel on travaille en collaboration avec l'ensemble de ces groupes, de manière à pouvoir proposer les dernières classifications du marché. Mais on peut tout à fait imaginer aussi que vous ayez votre propre classification. Ça peut servir, par exemple, à d'autres cas d'usage qui sont, par exemple, définir une classification pour les services achats d'une entreprise. Ça, c'est particulièrement pertinent pour pouvoir automatiser finalement l'ensemble, le chiffrage chiffrer automatiquement l'ensemble des équipements qui sont présents sur une maquette. Donc ça, c'est l'un des objectifs auxquels on peut répondre avec une bonne définition de paramètres dans les objets. Et ceci peut être conservé aussi par l'entreprise. Évidemment, il y a là, vous avez fait pas, on partage l'ensemble des propriétés, mais on peut définir quelles sont les propriétés que l'on veut partager ou pas avec les entreprises en fonction des vues métiers. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. On retrouve une question sur la disponibilité de la conférence. Donc oui, elle sera mise en ligne à l'issue de notre échange. Ensuite, j'ai une question. Pourquoi les paramètres de projet Revit sont créés vide de valeur si c'est pleinement rempli sur la plateforme? Ce n'est pas le cas. C'est que la variante que j'ai montrée au moment d'arriver sur Revit avait justement des valeurs vierges, mais lorsque toutes les valeurs sont renseignées au sein des propriétés et que vous importez les propriétés via le plugin dans votre famille, les valeurs seront bien renseignées ensuite. Pour Thierry Minchella.
L'étape 8, elle a été montrée au cours de la présentation, mais peut-être pas assez mise en avant lors du PowerPoint. C'est la mise à jour des familles. Donc, en ligne, vous allez pouvoir mettre à jour sans repasser par Revit lorsque vous téléchargerez depuis votre bibliothèque tout le contenu de vos familles. Continue. Il y a une question sur faut-il ouvrir chaque objet un à un pour rentrer les nouveaux paramètres? Alors, pas du tout. On est tout à fait, enfin, oui et non. En fait, on peut tout à fait faire des modifications en masse sur les objets. On a un outil qui s'appelle Object Management, dans lequel on va lister en fait l'ensemble des objets d'une bibliothèque et affecter des modifications en masse sur toute la sélection qui a été faite. Comment faire si l'entreprise en question n'a pas été encore choisie? Faire plusieurs conventions à des phases différentes de projet. En fait, ce qu'on vous a montré, la première étape qui va constituer votre bibliothèque maître, vous pouvez le faire sur tous les types de projets. Vous pouvez constituer l'espace projet en amont d'avoir accès à l'entreprise. Et une fois que l'entreprise a été sélectionnée, vous invitez sur l'espace privé celle-ci. Voilà, ben, je vous invite à nous poser toutes vos questions. Il y a une dernière slide avec nos coordonnées que je vais essayer de retrouver. Voilà, si vous souhaitez le bien. Merci de votre attention. Merci à tous. Vous avez été nombreux aujourd'hui à nous suivre. J'espère que ce webinaire vous a plu. On est évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos autres questions et vous faire des présentations peut-être un petit peu plus personnalisées en fonction de vos attentes métiers. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Encore un grand merci. On vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite.